J'ai su, à l'instant même où j'ai touché le sol, que la chute n'était pas le pire. Le pire, c'était le sourire sur le visage de ma belle-fille. Pas large, pas cruel, juste une petite courbe satisfaite au coin de sa bouche. Le genre de sourire que les gens ont quand quelque chose de dérangeant finit par se résoudre de soi-même. Je l'ai vu à travers le flou, à travers la douleur dans ma hanche, à travers le bourdonnement sourd dans mes oreilles, et alors que j'étais allongé sur les marches froides en bois, la seule pensée claire que j'ai eue fut, voilà donc le peu de poids que ma vie a à ses yeux. Je n'ai pas crié. À 67 ans, la douleur semble presque familière, comme une vieille voisine qui entre sans frapper, mais l'humiliation, celle-là, je n'ai jamais appris à la tolérer. J'ai essayé de me relever avec mes mains, mais elles tremblaient sous moi, inutile. Ma jambe refusait de coopérer. Ma respiration était courte. Est-ce que ça va? La voix de Mélissa flottait depuis le palier. Trop douce, trop calme. Elle ne s'est pas précipitée. Elle ne s'est pas agenouillée. Elle n'avait même pas l'air surprise, juste curieuse, légèrement amusée. J'ai besoin d'un moment, ai-je réussi à dire, avec un goût de poussière dans la bouche. Bien sûr, a-t-elle répondu, tapotant légèrement ses ongles sur la rampe. Le son était régulier, rythmé, presque ennuyé. Ces escaliers sont vraiment dangereux. On en a déjà parlé, tu te souviens? Non, c'est elle qui en avait parlé. Et elle n'avait pas mentionné le danger à l'époque, seulement comment les femmes de mon âge devraient envisager de déménager dans un endroit sans escalier pour la tranquillité d'esprit de tout le monde. Mon fils Daniel avait hoché la tête en signe d'approbation. Les hommes fatigués hochent la tête à leurs femmes, pensant qu'ils choisissent l'harmonie plutôt que le conflit. Je ne lui en voulais pas à l'époque. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. La douleur s'est intensifiée, une fine ligne brûlante partant de ma hanche jusqu'à mes côtes. J'ai bougé et le monde a basculé. Mélissa a descendu 2 marches, non pas pour m'aider, mais pour avoir une meilleure vue. Je vais appeler Daniel, a-t-elle dit, sortant déjà son téléphone. Il voudra savoir que tu es tombé. C'est vraiment inquiétant, Margaret. Honnêtement, je le dis depuis des mois. J'ai ravalé l'amertume qui montait dans ma gorge. C'était un accident. Elle a souri à nouveau, un sourire léger, victorieux. Oui, exactement. Un accident. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai pensé à mon mari, parti depuis 12 ans. À la maison que nous avions construite ensemble, un chèque de paix à la fois. À ces escaliers qu'il vernissait chaque printemps, même quand l'arthrite raidissait ses doigts. J'ai pensé à la façon dont je les montais et descendais en courant, portant des paniers de linge 2 fois plus grands que moi quand Daniel était petit. Daniel, mon unique enfant. Le garçon qui pleurait autrefois quand il s'écorchait le genou et me suppliait de ne pas le quitter. L'homme qui avait maintenant besoin de la permission de sa femme pour décider de la place que j'avais le droit d'occuper dans le monde. Mélissa s'est finalement accroupie, mais pas assez près pour me toucher. Assez près seulement pour observer. Tu ne devrais vraiment plus vivre seule, a-t-elle murmuré. Ça le prouve. Non, cela prouvait tout autre chose. Mais la douleur était trop vive pour que je puisse argumenter. J'ai respiré lentement, laissant le vertige se calmer assez pour bouger. Aide-moi à me relever, ai-je dit doucement. Oh. Elle a cligné des yeux une fois, comme si l'idée venait juste de lui traverser l'esprit. D'accord. Ses mains étaient fraîches, réticentes. Elle a saisi mon coude, non pas pour me soutenir, mais pour me guider comme une cargaison fragile qui pourrait s'effriter si on la manipulait avec soin. Je me suis relevé en m'aidant de la rampe, la mâchoire serrée. Une fois que j'ai été sur un pied plus stable, Mélissa a immédiatement reculé, comme si ma proximité pouvait l'attacher. Je dirai à Daniel de passer ce soir, a-t-elle dit en ajustant son pull. Nous devons discuter des prochaines étapes. Des prochaines étapes, ai-je répété, forçant ma respiration à se régulariser. Oui, les arrangements de vie, la sécurité, la responsabilité. Ce dernier mot est resté en suspens, une accusation déguisée en préoccupation. J'ai hoché la tête lentement, bien qu'à l'intérieur quelque chose était en train de changer. Un mouvement silencieux, inhabituel, comme une lourde porte qui grince en s'ouvrant après des années de rouille. La douleur a une façon d'aiguiser la vérité. Et la vérité était la suivante, j'avais ignoré trop de signes, pardonné trop de tons, avalé trop de petites humiliations au nom d'une paix qui n'existait plus.
Mélissa semblait presque satisfaite de mon silence, comme si elle l'interprétait comme une reddition. Elle ne me connaissait pas. Pas vraiment. J'ai agrippé la rampe, me stabilisant. Je sentais l'ecchymose s'épanouir sous ma peau, la douleur s'installer dans mes os. Mais il y avait autre chose aussi. Une fermeté, une clarté. Accident ou non, cette chute m'avait montré la vérité que j'avais hésité à nommer. Dans cette maison, ma propre maison, j'étais en train de devenir une invitée qui avait trop prolongé son séjour. Et quelque chose en moi, quelque chose de plus ancien et de plus fort que la douleur, refusait de l'accepter. J'ai fait un pas prudent en avant, une main toujours sur la rampe, l'autre pressée contre mes côtes, sentant la pulsation douloureuse. Mélissa était déjà à mi-chemin dans le couloir, le téléphone contre son oreille, sa voix s'éclaircissant au son de Daniel qui décrochait. Ses épaules se sont redressées, ses pas plus légers, presque triomphants. Je suis resté là un instant, seul dans l'escalier, respirant à travers la douleur, laissant chaque seconde s'installer en moi. L'ecchymose guérirait. Mais ce que son sourire avait révélé, cela prendrait plus de temps à guérir. J'ai descendu la dernière marche lentement, un pied à la fois, et j'ai atteint le bas juste au moment où Mélissa disait « Oui, Daniel ». Elle est encore tombée. Je ne l'ai pas corrigée. La douleur était forte, mais ma résolution l'était encore plus. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui n'avait rien à voir avec la peur. Je me sentais renaître. Le soir, l'ecchymose s'était étendue sur ma hanche comme une ombre sombre et florissante. Je me déplaçais lentement, m'appuyant sur le comptoir de la cuisine pour me stabiliser pendant que la bouilloire sifflait. La maison semblait différente, plus silencieuse que d'habitude, bien qu'elle ait toujours été silencieuse. C'était peut-être moi qui avais changé. Peut-être que le silence n'avait jamais semblé aussi lourd auparavant. Mélissa était partie peu après l'appel à Daniel, promettant qu'il s'occuperait de tout. Elle l'a dit du même ton que l'on emploie pour parler de la réparation d'un appareil électroménager en panne. Je l'ai regardée sortir sans un regard en arrière. Elle n'a pas demandé si j'avais besoin d'aide pour préparer le dîner. N'a pas vérifié si je pouvais monter les escaliers jusqu'à ma chambre. Elle est simplement partie. Je n'ai pas réessayé les escaliers. Pas cette nuit-là. J'ai dormi dans le fauteuil inclinable du salon, enveloppé dans un vieux kilt qui portait encore la faible odeur de cèdre du placard. Quand j'ai fermé les yeux, je n'ai pas vu la chute. J'ai vu son sourire, cette petite courbe satisfaite. Il s'est installé dans ma mémoire comme la poussière dans une fissure, silencieux, mais impossible à ignorer. Daniel est arrivé le lendemain matin, plus tôt que prévu. Il n'a pas frappé. Il ne frappait plus jamais. Il est entré en appelant « Maman », comme si c'était moi qui m'introduisais dans son espace, et non l'inverse. « Je suis là », ai-je répondu. Il est entré dans le salon, m'a jeté un coup d'œil, et a poussé un soupir qui n'était pas de l'inquiétude. C'était de la frustration. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé hier soir ? J'ai dit à Mélissa de rester avec toi, mais elle a dit que tu insistais pour être seule. » Je l'ai regardé mettre ses mains sur ses hanches, comme il le faisait quand il sermonnait ses enfants. Je n'ai insisté sur rien, Daniel. Elle est partie parce qu'elle voulait partir. Il a légèrement froncé les sourcils, ce pli familier se formant entre ses sourcils, un pli qu'il tenait de moi. Maman, s'il te plaît, ne complique pas les choses. Mélissa a dit que tu étais secouée et que tu ne voulais pas qu'on s'agite autour de toi. Elle essayait de respecter tes souhaits. Je n'ai pas argumenté. Je ne faisais pas confiance à ma voix pour ne pas se briser, et je ne leur donnerais pas la satisfaction de me voir ébranlé. Au lieu de cela, j'ai bougé, et une douleur a traversé mon flanc. Daniel l'a finalement remarqué. « Laisse-moi voir », a-t-il murmuré en s'agenouillant pour regarder ma hanche meurtrie. Pendant un instant, il a été le garçon dont je me souvenais, celui qui m'apportait des pissenlits du jardin en disant que c'était des fleurs spéciales pour des gens spéciaux. Mais le moment est vite passé. « Ce n'est pas bon », a-t-il dit. « Tu vieillis, maman. Ces chutes, ce sont des signes. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si rien n'avait changé. » J'ai fait une chute, ai-je dit doucement. Non, a corrigé Daniel. Tu as fait une autre chute. Mélissa m'a parlé de celle de l'hiver dernier. Ce n'était pas une chute. J'ai glissé sur le paillasson parce que tu avais ramené de la neige à l'intérieur. Il a cligné des yeux,
pris entre la mémoire et la version que Mélissa lui avait donnée. C'était peut-être plus facile pour lui de ne pas faire la différence. Il a de nouveau soupiré. Maman, Mélissa et moi voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Cette maison. Il a regardé autour de lui comme s'il la voyait pour la première fois. Elle est trop grande, trop vieille. Trop de danger. Pour qui, ai-je demandé? Pour toi? Pour elle? Ou pour moi? Daniel a secoué la tête, déjà fatigué de moi. Pour nous tous. S'il t'arrive quelque chose, nous sommes responsables. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Ce n'est plus sûr pour toi d'être seul. J'ai laissé ces mots s'installer. Sûr, responsable, préoccupation. C'étaient des termes familiers, que Mélissa utilisait souvent, comme un script qu'elle avait répété. Il a continué, Mélissa et moi avons regardé des options de résidence pour personnes âgées, des endroits où tu aurais de l'aide, où tu ne risquerais pas de te blesser. Il y en a une à seulement 15 minutes de chez nous. C'est magnifique, vraiment. La douleur dans ma hanche n'était rien comparée à la douleur dans ma poitrine. Vous avez déjà regardé, ai-je demandé doucement. Daniel a hésité juste assez longtemps pour que je sache la vérité. Nous voulions être préparés. C'est tout. Préparé à me déménager. À m'enlever. J'ai croisé les mains sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Daniel, je ne quitte pas ma maison. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et d'agacement, de la même manière que Mélissa le faisait souvent. Maman, sois raisonnable. Tu vieillis. Des choses arrivent. Il faut être pratique. J'ai voulu lui dire que le sens pratique l'avait élevé. Que le sens pratique avait maintenu les lumières allumées à la mort de son père. Que le sens pratique l'avait envoyé à l'université, payé ses manuels, aidé pour son premier acompte. Mais je savais qu'il avait oublié tout ça. Non pas par méchanceté, mais par commodité. On en reparlera plus tard, a-t-il dit en se levant. Je t'emmènerai à ton rendez-vous cet après-midi. Mélissa l'a programmé. Mon rendez-vous avec le docteur pour évaluer ta mobilité est, eh bien. Tout, ai-je répété. Daniel s'est penché pour m'embrasser sur le front, mais ses lèvres n'ont fait qu'effleurer l'air à quelques centimètres de moi. Puis il est sorti précipitamment, déjà au téléphone avec Mélissa, faisant son rapport comme un homme qui donne des nouvelles à son superviseur. Quand la porte s'est refermée derrière lui, la maison est redevenue silencieuse. J'ai expiré lentement. La douleur dans ma hanche pulsait, régulière comme une horloge. Mais en dessous, autre chose pulsait aussi. Plus calme, plus ancien, plus profond. Pas de la défiance, pas de la colère, de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je commençais à voir ma vie avec les lumières allumées. J'ai attrapé ma canne, que j'utilisais rarement, et j'ai caressé son manche en bois lisse avec mes doigts. Mon mari l'avait sculptée pour moi quand j'ai eu 60 ans. Pour quand tu auras besoin d'un peu d'aide, avait-il dit. Pas de contrôle, pas de supervision. De l'aide. Le genre qui ne vient pas avec des conditions. J'ai appuyé ma paume contre le fauteuil et je me suis levé lentement. Chaque mouvement faisait mal, mais le mouvement était toujours le mien, mon choix, mon rythme. Dehors, un vent froid faisait bruisser les dernières feuilles d'automne. À l'intérieur, j'ai senti le même changement, quelque chose qui se relâchait, quelque chose qui tombait. Pas moi, quelque chose autour de moi. Et bien que je n'ai pas dit les mots à voix haute, je les ai sentis clairement, cette maison est toujours la mienne, et moi aussi. La clinique sentait le désinfectant et les vieux magazines, du genre qui s'enroulent au coin à force d'être tenus par trop de mains anxieuses. Je me suis assise dans la salle d'attente pendant que Daniel remplissait des formulaires au comptoir, comme un homme organisant les papiers pour une expédition fragile. Il n'a pas demandé si je voulais de l'aide. Il a simplement supposé que j'en avais besoin. C'est peut-être cela qui m'a piqué encore plus que la chute. Une infirmière a appelé mon nom. Je me suis levé lentement, testant mon poids sur mon côté blessé. La douleur était vive mais familière maintenant, quelque chose que je pouvais gérer. Daniel planait derrière moi, une main à moitié tendue, ne sachant s'il devait me toucher ou me laisser me débrouiller seul. Mélissa lui avait appris ce genre d'hésitation. Le docteur Chen m'a accueilli chaleureusement, bien que ses yeux se soient posés sur l'échymose qui s'épanouissait sous l'ourlet de ma jupe. Commençons par la chute, a-t-elle dit en désignant la table d'examen.
Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Je lui ai raconté. Je n'ai pas enjolivé. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas mentionné le sourire de Mélissa, bien qu'il ait tenté de s'échapper de ma gorge. Le docteur Chen a examiné ma hanche, a appuyé doucement le long de l'os, et a hoché la tête. C'est une ecchymose douloureuse, mais pas de fracture. Vous avez eu de la chance, Margaret. De la chance? Ce mot n'avait jamais semblé si lourd. Elle a posé des questions sur les vertiges, la confusion, les pertes de mémoire. J'ai répondu clairement, fermement, en la regardant cocher des cases sur son dossier. Daniel était assis dans un coin, les bras croisés, comme s'il s'attendait déjà à ce que les résultats confirment ce que Mélissa lui avait mis en tête. Et cognitivement, a dit le médecin, vous êtes parfaitement saine. Aucun signe de déficience. Daniel a levé les yeux. Juste une lueur de surprise, mais une lueur suffisait. Le docteur Chen a continué, votre chute semble être exactement ce que vous avez décrit, un accident. Les escaliers peuvent être dangereux, surtout avec une finition brillante. Les vôtres ont un simple glissement. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine, pas de la fierté, de la validation. Quelqu'un croyait à ma version de ma propre vie. Mais Daniel s'est agité, mal à l'aise. Vous êtes sûr? Elle a eu d'autres alertes. Non, les jeux coupés doucement. J'ai eu d'autres hivers. Grosse différence. Le docteur Chen a jeté un coup d'œil entre nous, sentant la tension. Margaret est tout à fait capable de vivre de manière indépendante avec une canne pour la soutenir pendant sa guérison. Elle devrait aller bien. Aucun besoin médical de soins assistés pour le moment. Pour le moment, les médecins choisissent toujours des mots prudents, mais même dans sa précaution, le sens était clair. Je n'étais pas impuissante. Je n'étais pas défaillante. Daniel s'est frotté le front, comme il le fait quand quelque chose perturbe le récit qu'il s'est déjà forgé. Bon, d'accord, mais nous devons encore parler de la sécurité à long terme. Je me suis senti me raidir, mais le docteur Chen est intervenu. Les décisions à long terme doivent respecter l'autonomie du patient, et Margaret est tout à fait capable de prendre les siennes. Il a hoché la tête poliment, mais je pouvais voir l'ombre de Mélissa derrière ses yeux. Il n'était pas convaincu. Après l'examen, l'infirmière m'a donné des instructions écrites, même si je n'en avais pas besoin. Repos, glace, mouvement prudent. J'avais géré pire auparavant. Le deuil, la pauvreté, la solitude, les bleus, ça guérit. Les autres choses s'installent simplement plus profondément. Quand nous sommes arrivés au parking, Daniel a finalement parlé. Maman, ça ne change rien au fait que nous sommes inquiets. Non, ai-je dit doucement. Ça ne change que le fait que vous avez tort. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Un silence s'est étiré entre nous, fin et fragile comme une couche de givre. Je passerai te voir ce soir, a-t-il dit, et j'ai entendu le sous-entendu, Mélissa m'a dit de le faire. J'irai bien, ai-je répondu. Il est parti en voiture et je suis resté là un moment, laissant le vent refroidir la douleur dans ma hanche. Le ciel était gris, le genre de ciel d'hiver terne qui ne s'éclaircit jamais complètement. Mais étrangement, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des jours, parce que quelqu'un avait enfin dit la vérité à voix haute. Je ne perdais pas la tête. Je n'étais pas incapable. Et je n'étais pas aussi seul que Mélissa l'espérait. Mais autre chose s'est installée en moi aussi. Un avertissement silencieux, vif et constant. Les gens ne sourient pas comme elle l'a fait à moins d'avoir déjà un plan. Et j'avais le sentiment que ma chute n'était que le début du sien. Daniel est passé ce soir-là, comme je m'y attendais, non pas avec des fleurs, ni avec un dîner, mais avec un ton déjà façonné par la voix de quelqu'un d'autre. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les épaules tendues, les mains enfouies dans les poches de son manteau. Autrefois, il entrait sans réfléchir. Maintenant, il attendait une invitation, comme si la politesse pouvait masquer le but de sa visite. « Maman », a-t-il dit en expirant brusquement. « Nous devons parler. » C'était là, sa phrase préférée quand la vraie voix derrière lui n'était pas la sienne. « Entre donc », ai-je répondu en m'écartant. Il est passé devant moi, balayant le salon du regard comme le font les gens qui cherchent la confirmation de leur peur, ou la justification de celle-ci, les coussins légèrement de travers, une couverture sur le fauteuil inclinable, la canne appuyée près de la coudoir. Pour lui,
Chaque objet était un argument de plus dans l'arsenal de Mélissa. Il s'est assis, mais ne s'est pas détendu. J'ai parlé avec Mélissa. Elle s'inquiète vraiment pour toi. J'ai remarqué, ai-je dit doucement. Il n'a pas saisi le ton. Ou il a choisi de ne pas le faire. Elle pense que tu minimises la chute. Et honnêtement, je pense que tu le fais aussi. Tu aurais pu te casser la hanche, maman. Tu étais seule. N'importe quoi aurait pu arriver. J'ai croisé les mains sur mes genoux. C'était un accident, Daniel. Le médecin l'a confirmé. Il a balayé cela d'un geste, non pas avec colère, mais avec impatience. Les médecins regardent le côté médical. Ils ne considèrent pas la situation dans son ensemble. Tu vieillis. Les choses changent. L'âge, encore. Tout revenait toujours à ça. Une vie de force réduite à un nombre. Mélissa pense qu'il est temps de planifier, a-t-il poursuivi. Nous ne pouvons pas simplement attendre que quelque chose de pire arrive. J'ai laissé échapper une lente respiration. Dis-moi ce que Mélissa pense, puisque cela semble compter plus que ce que je pense. Il a marqué une pause, juste une fraction de seconde, mais assez longtemps pour que je sache que j'avais touché quelque chose de vrai. Elle pense, a-t-il dit prudemment, que la maison est trop pour toi. Les escaliers, le jardin, même la cuisine. Il y a des dangers partout. Et elle a raison. Je ne veux pas te voir blessée, maman. Je ne peux pas revivre ça. Revivre. Il l'a dit comme si c'était lui qui avait été allongé sur le sol, souffrant. Les résidences pour personnes âgées ne sont plus ce qu'elles étaient, a-t-il continué. Ce sont de beaux endroits maintenant. Des activités, des repas, la sécurité. Tu n'aurais à t'inquiéter de rien, sauf de perdre mon indépendance, ma maison, ma dignité. Daniel, ai-je murmuré. T'entends-tu? Tu parles comme si j'étais impuissante. Tu es tombé, a-t-il insisté. Les gens tombent, ai-je rétorqué. Tu es tombé du porche quand tu avais 10 ans. Je n'ai pas essayé de te déménager dans une maison plus sûre. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, ça semble pareil. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes comme s'il se contenait. Maman, je t'aime et je veux t'aider avant que quelque chose de pire n'arrive. Je sais que tu m'aimes, ai-je dit doucement. Mais je ne pense pas que tu me vois encore. Tu vois ce que Mélissa te dit de voir. Sa mâchoire s'est crispée. Pas de colère, mais de honte, qu'il ne voulait pas nommer. Elle n'est pas l'ennemi, a-t-il marmonné. Je n'ai jamais dit qu'elle l'était. Mais tu agis comme si elle voulait contrôler ta vie. Je l'ai regardé fixement. N'est-ce pas le cas? Le silence s'est étiré entre nous. Il n'a pas répondu parce qu'il ne le pouvait pas. Pas honnêtement. Il s'est frotté les paumes, agité. Je te demande juste d'y réfléchir, a-t-il dit finalement. Pour ton propre bien. Mon propre bien. L'expression avait un goût métallique. Je me suis relevé lentement, testant la stabilité de mes jambes. Daniel, quand j'aurai besoin d'aide, je la demanderai, mais je ne suis pas un problème à résoudre. Il m'a suivi des yeux, et pendant un instant, j'ai vu l'incertitude vaciller à nouveau. Le garçon dans l'homme, confus par un amour tordu en peur. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Ce n'est pas moi qui les rends difficiles. Il s'est levé brusquement. Je vais parler à Mélissa. Nous trouverons une solution. J'ai hoché la tête, bien que ses paroles ne m'aient pas rassuré. Conduis prudemment, Daniel. Il est parti sans un mot de plus, fermant la porte derrière lui avec la lourdeur d'un homme pris entre deux loyautés, et ne sachant pas laquelle lui profite le plus. Je me suis rassise dans mon fauteuil, le corps endolori, mais l'esprit plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. Daniel n'était pas cruel. Il n'était pas sans cœur. Mais il était faible là où Mélissa était forte. Et la faiblesse entre les mains de la mauvaise personne peut faire plus de dégâts que la méchanceté ne le pourrait jamais. Dehors, la soirée s'assombrissait, les ombres s'étirant sur les murs comme de longs doigts. J'ai resserré le kilt autour de mes épaules et j'ai laissé le calme s'installer. Il préparait quelque chose. Je pouvais le sentir. Et pour la première fois, j'ai admis que je devais être prête. 2 jours se sont écoulés et pas une seule fois Mélissa n'a amené les enfants.
Cela seul n'était pas inhabituel. Elle avait toujours des raisons prêtes, de petites excuses bien polies qu'elle pensait paraître attentionnées. Mais cette fois, le silence était différent, intentionnel, calculé. Même les messages habituels des enfants ne sont pas arrivés. Et ce n'était pas leur genre d'oublier. J'étais assise à la table de la cuisine après le dîner, attendant que le thé infuse, quand mon téléphone a vibré. Mon cœur a fait un petit bond d'espoir. Ma petite fille Chloé, peut-être. Elle avait la manière tendre de son grand-père de prendre des nouvelles des gens, mais l'écran affichait le nom de Mélissa. Nous gardons les enfants à la maison cette semaine, disait le message. Ils n'ont pas besoin de te voir pendant que tu es encore instable après la chute. Instable. Ce mot a frappé plus fort que l'escalier. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Elle ne s'est pas embarrassée de chaleur, pas même d'un enrobage poli autour de l'insulte. Juste la suggestion brutale que j'étais dangereuse pour mes propres petits-enfants. J'ai tapé lentement, je vais bien. Le médecin m'a donné son feu vert, puis je l'ai effacé. Mélissa n'écrivait pas de messages pour discuter. Elle les écrivait pour définir la situation. J'ai posé le téléphone et j'ai inspiré profondément, laissant la vapeur montante de la bouilloire apaiser la tension dans ma poitrine. Dehors, des enfants riaient quelque part dans la rue. Ma fenêtre était juste assez entr'ouverte pour que le son puisse entrer, des voix légères, insouciantes, du genre de celles qui avaient autrefois rempli cette maison chaque dimanche après-midi. J'avais toujours cru qu'on pouvait mesurer la santé d'une famille au son de ses enfants. Dernièrement, les miens se faisaient plus silencieux. Ce soir-là, Daniel a appelé, la conversation raide et rapide. Mélissa pense qu'il est préférable de te laisser de l'espace pendant que tu te reposes, a-t-il dit, comme si l'idée n'était pas absurde. Je n'ai pas besoin d'espace loin des enfants. Ils passeront la semaine prochaine, a-t-il répondu, sans s'engager. Prenons les choses lentement. Lentement? Pour qui, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Quand il a raccroché, j'ai fixé le téléphone silencieux dans ma main, sentant quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Il m'isolait. Une tactique classique, éloigner le problème, puis redéfinir le récit autour de son absence. J'avais suffisamment observé les schémas de Mélissa pour reconnaître quand quelque chose se mettait en place. Le lendemain matin, voulant prendre l'air, je suis sorti sur le porche avec ma canne et j'ai descendu les marches avec précaution. Le ciel était pâle et sans nuages, le genre de froid cassant qui pique les joues. Alors que je descendais l'allée, j'ai entendu une voix familière m'appeler, « Margaret, c'est vraiment toi qui te promènes toute seule ?» C'était ma voisine, Audrey Bennett, une veuve de 70 ans, avec un regard perçant et une langue encore plus acérée. Elle a traversé la rue vers moi, un sac de course à la main. « J'ai entendu parler de ta chute », a-t-elle dit. Mélissa l'a raconté à Patrice au salon. On aurait dit qu'elle l'a fait paraître bien pire que ce n'était. J'ai doucement reniflé. Je vais bien, juste des bleus. Audrey m'a étudié un moment, plissant les yeux. Tu as l'air assez stable, mieux que ce que Mélissa a décrit. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Mélissa avait une façon de peindre des tableaux avec juste assez de vérité pour cacher l'intention derrière. Elle a été très insistante, a poursuivi Audrey en baissant la voix. Elle a dit à Patrice qu'elle s'inquiétait que tu ne puisses plus gérer. Que Daniel subissait beaucoup de stress à cause de toi. Stress. Un autre mot qui ne m'appartenait pas, mais qui était soudainement épinglé sur mes épaules. J'ai remercié Audrey et je suis rentré à l'intérieur une fois que le froid a commencé à s'infiltrer à travers mon manteau. Ces paroles sont restées avec moi longtemps après que je me sois installé dans mon fauteuil. En fin d'après-midi, j'ai commencé à remarquer un autre changement. Petit mais indubitable. Les messages de mes petits-enfants qui venaient normalement tous les jours n'arrivaient plus. Chloé m'envoyait toujours des photos de ses dessins. Evan aimait me montrer la monstruosité en Lego qu'il avait construite. Rien. J'ai ouvert notre conversation de groupe. Le dernier message était le mien, d'il y a 2 jours. Un simple « bonne nuit ». Aucune réponse. Les enfants ne restent pas silencieux d'eux-mêmes. Quelqu'un leur donne des instructions. J'ai pressé une main contre mes côtes. Pas à cause de la douleur physique, mais de la douleur de quelque chose de plus ancien, quelque chose qui vient quand les gens que vous aimez commencent à se détourner silencieusement de vous. À l'approche du soir, Mélissa a envoyé un autre message.
Cette fois avec la précision d'une femme posant des briques pour un futur argument. Daniel et moi pensons qu'il est préférable de limiter les visites pour un temps. Les enfants sont contrariés quand ils te voient en difficulté. C'est déroutant pour eux. Nous réévaluerons la situation quand tu seras plus stable. Encore stable? Comme si j'étais une table avec des pieds chancelants. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir. La maison me semblait inconnue. Même meuble, même mur, même couverture pliée soigneusement sur le dossier du canapé, mais elle ne me semblait pas m'appartenir ce soir. Pas complètement. Quelque chose avait changé, et je pouvais le sentir aussi clairement que l'air froid qui se faufilait sous la porte. Il ne se contentait pas de tenir les enfants à l'écart. Il préparait l'histoire qui justifierait de les tenir à l'écart en permanence. J'ai versé une tasse de thé, je l'ai tenu entre mes paumes, et j'ai laissé la chaleur s'installer dans mes os. J'avais passé toute ma vie à être prudente, silencieuse, raisonnable. Mais maintenant, je comprenais quelque chose que je ne m'étais pas permis d'affronter auparavant. Mélissa n'attendait pas que j'échoue. Elle construisait le dossier prouvant que j'avais déjà échoué, et je n'allais pas la laisser le terminer sans me battre. Mélissa a choisi le dîner du dimanche pour son prochain coup. Elle préférait toujours ces moments doux et légers où Daniel se sentait nostalgique et ouvert à la suggestion, où les enfants étaient silencieux avec leurs devoirs, et où elle pouvait diriger toute la famille avec une main douce sur le volant. Je suis arrivé avec une boîte de biscuits à l'avoine, encore chauds, et Mélissa les a acceptés comme s'il s'agissait d'une livraison légèrement gênante qu'elle n'avait pas commandée. « Viens t'asseoir », a-t-elle dit d'un ton enjoué. Nous parlions de quelque chose d'important. Daniel m'a fait un petit sourire, désolé, fatigué, déjà vaincu. Cela m'a dit que la conversation avait commencé bien avant que je n'entre. Nous nous sommes assis à table. Chloé et Evan ont été envoyés à l'étage pour finir leur lecture, bien qu'ils aient déjà terminé. Mélissa ne voulait pas de témoins. Elle s'est versée de l'eau avec un air de cérémonie, puis a croisé les mains. « Margaret, a-t-elle commencé, nous avons eu une idée sur la façon de te faciliter les choses. » Chaque fois qu'elle disait « pour toi », elle voulait dire « pour nous ». J'ai attendu. Ces 2 dernières semaines nous ont montré à quel point les choses peuvent devenir fragiles, a-t-elle poursuivi. La maladie, les chutes, les problèmes inattendus. C'est beaucoup à gérer pour une seule personne. Je gère, ai-je dit. Elle a souri comme on le fait avec un enfant têtu. Bien sûr que tu le fais, mais Daniel et moi pensons qu'il est temps de réfléchir de manière responsable à ton avenir. Nous voulons t'alléger ce fardeau. Daniel s'est éclairci la gorge. Nous ne voulons pas que tu t'inquiètes des factures ou des papiers ou, eh bien, de tout ce qui pourrait passer entre les mailles du filet. C'était là. Ils abordaient toujours le sujet lentement, comme si on entrait dans de l'eau froide. Mélissa s'est penchée en avant, les yeux doux d'une préoccupation répétée. Alors, nous avons parlé à un consultant à propos d'une procuration financière. Daniel a légèrement grincé des dents, comme s'il avait espéré qu'elle formulerait cela plus doucement. Mélissa a continué sans heurts. Cela permettrait à Daniel de gérer tes comptes, tes décisions, l'entretien de ta maison, tout. Tu n'aurais plus à te soucier de la gestion des choses. Je ne suis pas stressé, ai-je dit doucement. Mélissa a balayé cela d'un geste. Tout le monde est stressé, Margaret. Daniel est simplement mieux équipé maintenant. Et cette chute, eh bien, elle nous dit que nous ne devrions pas retarder les décisions importantes. Je l'ai observé attentivement. Tout dans sa posture était détendu, mais ses yeux étaient vifs, calculateurs. Elle attendait cette ouverture depuis des années. Ma chute lui avait donné le levier parfait. Daniel a finalement parlé. Maman, c'est juste une précaution. Ça ne veut pas dire que tu es incapable. C'est juste pour que nous puissions aider. Et que feriez-vous de cette autorité, ai-je demandé. Mélissa a répondu avant qu'il ne le puisse. Exactement ce que tu voudrais. Payer tes factures, entretenir la maison, gérer les urgences, et finalement, quand le moment sera venu, prendre des dispositions pour une situation de vie plus sûre. Finalement, quand le moment sera venu. Des mots aussi doux que du velours recouvrant la forme dure en dessous. Je me suis reculé, croisant les mains lentement, délibérément. Vous voulez le contrôle de ma maison. Mélissa n'a pas scié. Nous voulons la stabilité pour tout le monde, et franchement Margaret, Daniel est à bout de force à essayer de répondre à tes besoins.
Daniel a baissé les yeux sur son assiette, la culpabilité et le malaise se disputant sur son visage. Vous m'avez demandé d'envisager une résidence pour personnes âgées, leur ai-je rappelé. Mélissa a hoché la tête. Juste d'envisager. Et la procuration permettrait à Daniel de gérer la transition quand tu seras prête. Tu n'auras pas à t'inquiéter des formalités administratives. C'est un acte d'amour, Margaret. Amour. Elle utilisait ce mot comme un assaisonnement, avec parcimonie, seulement quand il servait son plat. J'ai regardé Daniel. Penses-tu que je suis incapable de gérer ma propre vie? Il a hésité. Trop longtemps. Je pense que c'est plus difficile pour toi maintenant. Et quelle partie est plus difficile pour moi? Parler, penser, payer mes factures, ou simplement ne pas être d'accord avec ta femme. Mélissa s'est raidie, mais seulement légèrement. Ce n'est pas une attaque, Margaret. Nous essayons de t'aider avant que les choses n'empirent. N'empirent, ai-je demandé. Ou ne deviennent moins pratiques. Ses lèvres se sont pressées en une ligne fine. Daniel s'est agité, pris entre nous. Je me suis levé lentement, m'appuyant sur la table pour garder l'équilibre. Merci pour le dîner, mais je garderai mes décisions et ma maison pour moi. La voix de Mélissa s'est aiguisée, à peine déguisée sous une douceur feinte. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. J'ai rencontré ses yeux, calmes comme la pierre. Pas pour moi. Je me suis tourné vers la porte. Derrière moi, la pièce est restée douloureusement silencieuse. C'était le silence d'un plan interrompu, pas abandonné. Je n'avais pas l'intention d'en parler à qui que ce soit, non par honte, mais par épuisement. Certaines batailles semblent trop anciennes pour être dites à voix haute. Mais la vie a une façon de placer la bonne personne sur votre chemin quand vous en avez le plus besoin, même si vous ne réalisez pas que vous avez besoin de quelqu'un. C'est arrivé un mardi matin. Je taillais les tiges mortes de mes rosiers, lentement mais délibérément, quand j'ai entendu une voix familière m'appeler depuis le trottoir. Margaret, tu es dehors à ruiner ces pauvres roses encore? C'était Ruth, ma plus vieille amie du quartier, 74 ans, directe comme du papier de verre, et loyale d'une manière que peu de gens le sont. Nous avions partagé du café, des secrets, et la misère tranquille du veuvage pendant des années. Elle savait me lire mieux que la plupart des gens. Je me suis redressé avec un certain effort. Elles ne sont pas ruinées. Elles sont disciplinées. Oh, s'il te plaît, a-t-elle reniflé. Tu les tailles comme si tu les préparais pour le service militaire. Elle s'est approchée, plissant les yeux en remarquant la raideur de ma posture. Tu te déplaces comme quelqu'un de 2 fois ton âge. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert la bouche pour donner la réponse facile, mais la vraie s'est échappée avant que je puisse l'arrêter. Je suis tombé. Toute son expression a changé. Tu es tombé? Quand? Comment? J'ai hésité. Une peur étrange et fragile a flotté dans ma poitrine. Pas la peur de la chute, mais la peur d'en dire trop. Parce qu'une fois dite, la vérité devient plus difficile à ignorer. Mais Ruth n'a pas détourné le regard. N'a pas adouci son regard par pitié. Elle a simplement attendu, les bras croisés, prête à combattre n'importe quel ennemi que je nommerais. Alors je lui ai raconté, pas tout. Pas le sourire de Mélissa, pas la conversation sur la procuration, pas l'effacement silencieux de ma place dans la famille, mais assez. Assez pour qu'elle comprenne que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai fini, Ruth a laissé échapper un souffle bas et sec. Et Mélissa t'a juste regardé tomber. C'était un accident, ai-je dit rapidement. Elle ne l'a pas provoqué, mais elle en a profité, a rétorqué Ruth. Je l'entends dans ta voix. Je n'ai pas nié. Elle s'est approchée, baissant la voix. Margaret, ça fait des années que j'attends que tu vois ce qu'est cette femme. Elle n'a jamais aimé que Daniel se soucie encore de toi et elle veut le contrôle sur lui, sur l'argent, sur tout ce qui porte ton nom. Ces mots ont frappé avec la précision sourde d'une vérité que je connaissais déjà mais que je ne m'étais pas autorisé à dire. Elle a dit aux gens au salon que tu déclinais, a ajouté Ruth, comme si elle les préparait à quelque chose. À quoi exactement? J'ai fermé les yeux. Si Mélissa avait répandu ce genre de récit, alors ce n'était pas une préoccupation spontanée. C'était un travail de préparation. Ruth a légèrement touché mon bras. Écoute-moi. Les gens manipulateurs comme elle.
Ils commencent par faire douter les autres d'eux-mêmes. Puis ils coupent les liens avec la famille. Puis ils obtiennent l'accès à tes comptes. Je l'ai déjà vu avec 2 voisins. J'ai ouvert les yeux. Daniel ne ferait jamais. Daniel ne le ferait jamais sciemment, m'a-t-elle interrompu. Mais il fait plus confiance à sa femme qu'à son propre jugement. Et elle le sait. Sa certitude m'a glacé le sang. La vérité, c'est que je n'avais pas besoin d'être convaincu. J'avais senti le changement bien avant cette chute. De petits changements, de subtiles corrections, une lente refonte de ce que j'avais le droit de dire ou de ressentir. Mélissa ne forçait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait seulement besoin que Daniel penche légèrement dans sa direction. Avec le temps, le léger devient une pente. Ruth a de nouveau serré mon bras. Tu dois te protéger, Margaret. Pas de la chute. Des retombées. J'ai dégluti. Me protéger? Comment? Premièrement, arrête de tout leur dire. Deuxièmement, mets tes papiers en ordre. Troisièmement, ne signe rien de ce qu'ils t'apportent, peu importe la douceur de leur sourire. Elle a fait une pause. Et quatrièmement, n'essaie pas de gérer ça seule. Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé. Ses cheveux étaient tirés en un chignon lâche strié d'argent. Sa bouche était fixée dans cette ligne têtue que j'avais appris à adorer. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de féroce, de protecteur, d'intransigeant. Elle ne donnait pas seulement des conseils. Elle donnait un avertissement. « Tu me comprends ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête lentement. Oui, et je le pensais vraiment. Car pour la première fois depuis la chute, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le danger n'était pas les escaliers. C'était l'histoire que Mélissa écrivait sur moi. Et il était temps que j'arrête de la laisser tenir la plume. Je n'ai pas beaucoup dormi après ma conversation avec Ruth. Non par peur. La peur est vive et rapide comme une aiguille. Ce que je ressentais était plus lourd, plus lent, quelque chose qui s'installe dans vos os quand vous arrêtez enfin de prétendre que tout va bien. Je suis resté éveillé, écoutant les vieilles canalisations bourdonner à travers les murs, les mêmes canalisations que Daniel avait autrefois aidé son père à réparer alors qu'il était à peine assez grand pour tenir la clé. Le silence rendait les souvenirs plus doux, mais la réalité plus claire. Au matin, je savais ce que je devais faire. J'ai appelé l'avocat qui s'était occupé de la succession de mon mari il y a 13 ans, un homme calme nommé Monsieur Porter, dont la voix semblait toujours porter une lanterne à travers les ténèbres dans lesquelles ses clients erraient. Il a répondu à la 3e sonnerie. Madame Aye, ça fait longtemps. Oui, ai-je dit. Trop longtemps, peut-être. En quoi puis-je vous aider? J'ai hésité un instant. C'était la ligne que l'on franchit quand on cesse d'être optimiste et qu'on commence à être pratique. J'ai besoin de revoir mes documents et de comprendre quelle protection j'ai encore. Il a marqué une pause, décelant dans mon ton quelque chose que je n'avais pas l'intention de révéler. Faites-vous face à des pressions de la part de membres de votre famille? J'ai laissé échapper une lente respiration. Pas directement. Pas légalement. Pas encore. Cela signifie bientôt, a-t-il murmuré. Venez cet après-midi. Nous en parlerons. J'ai raccroché, me sentant étrangement plus légère, pas en sécurité, mais ancrée. C'est une petite chose de savoir que quelqu'un se tient entre vous et les intentions de ceux qui vous sourient tout en déplaçant les pièces d'échecs dans votre dos. Avant de partir pour le rendez-vous, j'ai décidé de rassembler quelques affaires. Une copie de mon testament, l'acte de propriété de la maison, des relevés bancaires. J'ai atteint le tiroir à dossier et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La pile de factures de services publics était légèrement réarrangée. Rien ne manquait, mais quelqu'un les avait feuilletées. Quelqu'un qui ne vivait pas ici. Daniel était passé la veille juste pour prendre de mes nouvelles. Il aurait pu se promener dans la cuisine, ouvrir des tiroirs à la recherche de ciseaux, de rubans adhésifs, n'importe quoi. Ou peut-être qu'il ne se promenait pas du tout. La confiance se brise lentement, puis d'un seul coup. Au cabinet de l'avocat, la salle d'attente sentait le cirage au citron et la vieille moquette. Monsieur Porter m'a accueilli avec la même chaleur constante que toujours. Il s'est assis en face de moi à une table en bois poli pendant que je lui racontais tout, sauf le sourire de Mélissa. Il y a des choses que je ne pouvais toujours pas me forcer à dire à voix haute. Il a écouté sans m'interrompre,
hochant simplement la tête de temps en temps, prenant des notes. Quand j'ai fini, il a croisé les mains. Madame Aïe, ce que vous décrivez est un schéma que nous voyons souvent. Pression subtile, recadrage des événements, tentative de limiter votre contact avec les autres. Cela précède généralement une requête de mise sous tutelle ou de procuration. J'ai senti mon estomac se nouer. Entendre ces mots de sa part, pas de mes peurs, ni des soupçons de Ruth, avait un impact différent. Mais, a-t-il poursuivi, vous êtes entièrement compétente. Le rapport du médecin le confirme. Et à moins qu'il n'y ait des preuves de déclin cognitif ou de danger pour vous-même, aucun tribunal ne leur accordera le contrôle. J'ai expiré lentement. Et s'ils essaient quand même? Il a ouvert un dossier et l'a glissé vers moi. Alors nous nous préparons. Vous mettez à jour votre testament, clarifiez vos directives de soins de santé, et si nécessaire, nous établissons une fiducie qui ne peut être touchée sans votre consentement explicite. J'ai touché légèrement le dossier. Il semblait plus lourd que du papier. Aussi, a-t-il ajouté, commencez à tout documenter. Les dates, les commentaires, les décisions qu'ils essaient de prendre pour vous. Ces schémas comptent devant un tribunal. Tribunal. Le mot semblait irréel, comme quelque chose qui arrivait à une autre famille dans une autre ville. Mais Mélissa avait déjà franchi le seuil de ce que font les gens décents. Et Daniel, mon gentil garçon aux genoux écorchés et au pissenlit, marchait derrière elle la tête basse, faisant confiance à la main qui le menait. Avant que je ne parte, Monsieur Porter a dit une dernière chose. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, et vous n'êtes pas impuissante. Les mots se sont installés en moi comme des pierres chaudes. Sur le chemin du retour, le ciel était de la couleur de l'étain, bas et lourd. Je suis entré dans ma maison, et j'ai fermé la porte derrière moi. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas comme une femme au bord de quelque chose de dangereux. Je me sentais comme une femme qui se préparait. Je ne suis pas allé chercher des preuves. Je ne chassais pas les secrets ni n'essayais d'attraper quelqu'un en flagrant délit de mensonge. À 67 ans, on ne cherche pas les ennuis. La vie vous en donne assez sans que vous le demandiez. Mais parfois, la vérité arrive tranquillement, sans prévenir, comme une lettre glissée sous la porte. Dans mon cas, elle est arrivée sous la forme d'une voix. C'est arrivé un jeudi après-midi. J'avais de nouveau égaré mes lunettes de lecture et je me suis mise à fouiller dans les tiroirs du meuble du couloir. Tout au fond, sous une pile de vieux reçus et de piles qui ne fonctionnaient probablement plus, j'ai trouvé un petit enregistreur numérique. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il appartenait autrefois à mon mari. Il l'utilisait pour enregistrer des notes lorsqu'il faisait des réparations dans la maison. Je l'ai tenu un instant, me souvenant du grondement chaleureux de sa voix. Par habitude plus que par curiosité, j'ai appuyé sur « Play ». Les premières secondes n'étaient que du statique. Puis la voix de Mélissa, claire, nette, précise. Je te le dis, cette chute est une bénédiction. Elle devra enfin admettre qu'elle ne peut plus se débrouiller seule. Ma respiration s'est coupée. Je suis resté complètement immobile, craignant que même le bruit de l'air en mouvement ne change ce que j'entendais. Une autre voix, celle de mon fils, est venue ensuite, incertaine, plus basse. Mélissa, ne dis pas ça comme ça. Elle s'est fait mal. Elle s'est fait un bleu, a corrigé Mélissa, d'un ton dédaigneux. Et franchement, nous avions besoin d'un exemple. Quelque chose qui montre à tout le monde qu'elle n'est pas en sécurité toute seule. Maintenant, nous l'avons. Je me suis assise lentement sur le banc près de la porte, l'enregistreur tremblant dans ma main. Daniel a chuchoté, je n'aime pas parler de ma mère de cette façon. Alors arrête de me forcer à le faire, a-t-elle claqué. J'essaie de protéger notre famille. Tu sais ce qui se passe si elle a un accident grave? Nous sommes responsables légalement, financièrement, émotionnellement. Tout cela nous retomberait dessus. Elle a fait une pause, puis a ajouté d'une voix plus douce, enjôleuse. Tu as dit toi-même qu'elle devenait oublieuse. Je n'ai pas dit oublieuse, a répondu Daniel. J'ai dit qu'elle répète parfois les choses. Le ton de Mélissa s'est éclairci, presque triomphant. Exactement. Des schémas. Et maintenant la chute. Nous pouvons montrer au tribunal qu'elle décline. Tribunal. Le mot a résonné comme un coup. La voix de Daniel a vacillé. Penses-tu vraiment qu'on en arrivera là? Il le faut,
a dit simplement Mélissa. Si elle ne signe pas la procuration, alors nous demanderons la tutelle. Et honnêtement, après cette chute, ça ne devrait pas être difficile. J'ai arrêté l'enregistrement. Mes mains tremblaient. Pas à cause de l'âge, ni de la douleur, mais d'un chagrin si profond qu'il n'avait même pas de contour. Il s'est simplement étendu, avalant tout ce qu'il touchait. Mon fils n'avait pas dit grand-chose sur l'enregistrement, mais il ne l'avait pas arrêté non plus. Son silence faisait plus mal que ses mots, plus que la chute, plus que le sourire. J'ai de nouveau appuyé sur « play », ayant besoin d'être absolument sûr. La voix de Mélissa est revenue, tranchante comme du verre brisé. Elle a vécu sa vie. Maintenant, elle doit arrêter de nous compliquer la nôtre. Le plus tôt nous prendrons le contrôle, le mieux ce sera. Ces mots sont restés en suspens dans l'air longtemps après que j'ai éteint l'enregistreur. Je l'ai posé sur mes genoux et j'ai fermé les yeux. C'était étrange, étrangement clarifiant d'entendre la vérité dite à voix haute plutôt que chuchotée derrière des portes closes. Étrange de ressentir la validation et le chagrin arriver au même moment. Je n'imaginais pas les choses. Je ne surréagissais pas. Il y avait un plan, une stratégie, une feuille de route avec un seul objectif, m'enlever de ma maison et de ma vie tout en gardant leurs mains propres. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé l'enregistreur. Sa surface métallique attrapant un rayon de soleil de l'après-midi. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était la ligne. Le moment où l'espoir prend fin et où la résolution commence. Je me suis levé lentement, plaçant l'enregistreur dans un tiroir où je pourrais l'atteindre facilement, pas caché, pas oublié, prêt. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, mon esprit était stable, clair, presque vif. Il voulait monter un dossier. Très bien. Moi aussi. La lettre est arrivée un matin gris, du genre où le ciel ressemble à de la laine humide tendue trop finement. Je n'attendais pas de courrier. Mes factures arrivent par voie électronique et mes amis préfèrent appeler qu'écrire. Alors quand j'ai vu la grosse enveloppe avec le sceau du comté estampillé en bleu, un frisson m'a parcouru. Je savais avant de l'ouvrir. Je savais avant même que mes doigts ne touchent le papier. À l'intérieur se trouvait l'avis officiel. Une requête a été déposée demandant une détermination d'incapacité et la nomination d'un tuteur. Je me suis assise lentement à la table de la salle à manger, la lettre tremblant légèrement dans mes mains. La pièce semblait plus petite, comme si les murs s'étaient penchés pour écouter. Mon nom était tapé proprement en haut, mon adresse en dessous, puis les mots qui m'ont transpercé comme de la glace, requérant « Daniel Aye et Mélissa Aye ». Pas seulement Mélissa, Daniel aussi. Pendant un long moment, je n'ai pas pu respirer. Je m'étais préparé à cette éventualité. Je m'étais préparé au prochain coup de Mélissa, à la stratégie qu'elle avait laissé entrevoir dans leur conversation enregistrée. Mais voir le nom de mon fils imprimé à côté du sien, c'était comme une fracture, quelque chose de net, de définitif. J'ai relu la requête, ligne par ligne. Il prétendait que j'étais incapable de gérer en toute sécurité les activités quotidiennes, que j'avais fait preuve de confusion et de jugement altéré, que j'avais subi de multiples chutes, que j'étais dans le déni de mon état de santé déclinant. Chaque phrase était un assassinat silencieux, des mots doux aiguisés en armes. Il ne m'accusait pas de folie. Non, Mélissa était plus intelligente que ça. Elle me dépeignait comme fragile, confuse, gentiment encadrée dans l'impuissance, une femme qui avait besoin d'être sauvée pour son propre bien, le genre d'histoire que les tribunaux aiment. Mais je n'étais pas impuissante, et je n'étais pas seule. J'ai plié les papiers et les ai posés délibérément sur la table en bois. Puis j'ai appelé Monsieur Porter. Sa voix était stable, mais j'ai entendu la tension sous-jacente quand je lui ai dit ce qui était arrivé. Ils ont agi rapidement, a-t-il murmuré. Cela signifie qu'ils croient pouvoir convaincre un juge sans résistance. Eh bien, ai-je dit, ils auront de la résistance. Il n'a pas fait semblant d'être optimiste. Il me respectait trop pour ça. Nous devrons répondre immédiatement. Vous assisterez à l'audience. Apportez le rapport médical. Apportez l'enregistreur. Apportez tout ce qui montre que vous gérez votre vie de manière indépendante. J'ai fermé les yeux. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. Personne ne le pense jamais, a-t-il répondu doucement. Mais les requêtes de mise sous tutelle sont souvent moins une question de soin que de contrôle. Contrôle ? Exactement le mot que j'avais évité,
même si la vérité tournait autour de moi comme un faucon. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps sans bouger. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Le genre de silence qui ressemble à une question. Daniel croyait-il vraiment que j'avais besoin de ça? Ou croyait-il simplement que Mélissa avait besoin de lui? J'ai pensé à son visage au dîner du dimanche, mal à l'aise, en conflit, penchant vers le chemin le plus facile plutôt que le bon. Mélissa n'avait pas besoin qu'il soit cruel. Elle avait seulement besoin qu'il dérive. Il a dérivé tout droit jusqu'à cette requête. L'horloge au mur tic-taquait doucement, régulière comme un battement de cœur. Dehors, les enfants du quartier couraient devant la fenêtre, criant et riant, leur énergie insouciante et vivante. La vie continuait pendant que la mienne était tranquillement redessinée. Mais je ne me sentais pas vaincu. Pas maintenant. La chute m'avait effrayé. Le sourire m'avait blessé. Mais cette requête a allumé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une sorte de feu qui vient quand on réalise que quelqu'un essaie de vous effacer poliment. Je me suis levé lentement mais fermement et j'ai placé la lettre dans un dossier à côté de l'enregistreur. Des preuves. Des faits. Des morceaux de la vérité qu'ils espéraient que je ne rassemblerais jamais. En fermant le tiroir, mon reflet s'est attardé dans la vitre. Un visage ridé, des cheveux argentés, des yeux vifs de clarté. Je n'étais pas la femme fragile qu'il décrivait, et je n'entrerais pas tranquillement dans le monde que Mélissa essayait de construire pour moi. Si elle voulait qu'un tribunal décide de mon avenir, alors je m'assurerais que le tribunal entende ma voix, pas son sourire. Se préparer pour une audience au tribunal à 67 ans n'est pas quelque chose qu'on imagine faire, du moins pas contre son propre enfant. J'ai traversé les jours avec un étrange mélange de calme et de lourdeur, comme si je marchais sous l'eau. Pourtant, sous tout cela, une ligne d'acier se formait en moi, une ligne que je ne savais pas que je possédais encore. Monsieur Porter travaillait méthodiquement. Tout doit être documenté, disait-il. Des faits, pas de l'émotion. Il n'avait pas besoin de me le rappeler. L'émotion était la seule chose sur laquelle Mélissa comptait pour me faire paraître instable, réactive, fragile. Alors, j'ai gardé ma voix stable et mes pas prudents, même quand l'ecchymose me faisait encore mal le matin. Nous avons étalé les documents sur son bureau. Le rapport médical indiquant que j'étais cognitivement saine. Des photographies de l'escalier parfaitement intactes. Des relevés bancaires montrant des factures payées à temps. Mon agenda rempli chaque jour d'une écriture soignée. Et enfin, l'enregistreur. Au moment où il a appuyé sur « Play », la pièce a changé. La voix de Mélissa a rempli l'air, douce, calculatrice, confiante dans sa cruauté. Les réponses hésitantes de Daniel, son silence, la reddition silencieuse en lui qu'elle portait comme un bijou. Quand l'enregistrement s'est terminé, Monsieur Porter a expiré. Ceci, a-t-il dit en tapotant doucement l'appareil, est votre encre. Si Mélissa a l'intention de vous dépeindre comme incapable, cela montrera au tribunal son intention. Le contrôle, pas l'inquiétude. J'ai hoché la tête, mais ma gorge était nouée. Entendre à nouveau la voix de Daniel dans cette conversation, non seulement acceptant, mais permettant, c'était comme le perdre 2 fois dans une même vie. Quand le juge entendra cela, a-t-il poursuivi, la requête s'effondrera. Je voulais le croire, vraiment, mais j'avais vécu assez longtemps pour savoir que les gens s'accrochent aux histoires qu'ils veulent être vraies, même lorsqu'ils sont confrontés aux faits. Mélissa voulait une version impuissante de moi. Daniel voulait la paix dans son mariage. Aucun des deux ne voulait la vraie femme que j'étais encore. Ce soir-là, je suis rentré à pied lentement. L'air d'hiver était vif, réveillant mes sens à chaque inspiration. Quand je suis entré dans la maison, j'ai fait une pause. Le silence ne m'a pas étouffé cette fois. Il m'a stabilisé. C'était ma maison. Mes murs, mes sols, mon histoire. Je ne la céderai pas à quelqu'un qui ne l'avait jamais aimée. J'ai sorti un carnet que Ruth m'avait donné il y a des années, la couverture florale décolorée sur les bords, et j'ai écrit. Pas des sentiments, je n'avais pas besoin d'un journal intime. J'ai écrit des faits. Des dates, des mots que Mélissa utilisait, des moments où Daniel détournait le regard au lieu de se tenir à mes côtés. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main ait des crampes. Au moment où j'ai fermé le carnet, la première page presque pleine, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas seulement une défense. C'était une reconquête de moi-même.
Plus tard, j'ai appelé Ruth. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a simplement dit, quand est l'audience? Je viens avec toi. J'ai souri au téléphone. Tu n'es pas obligé. Ne m'insulte pas, a-t-elle répondu. Je ne te laisserai pas entrer dans une pièce où des gens essaient de te démanteler sans quelqu'un dans ton coin. Pour la première fois depuis des semaines, une chaleur m'a inondé. Pas la sécurité, pas le confort, mais la loyauté. Une chose rare à un âge avancé. Une chose rare dans la vie. Après avoir raccroché, je suis allé à la cuisine pour faire du thé. Pendant que la bouilloire chauffait, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre sombre. Une femme se tenant droite, les épaules carrées, les yeux encore brillants malgré tout. La machine que Mélissa voulait dépeindre, une ombre fragile et déclinante, ne correspondait pas à la femme que je voyais. L'audience était dans quelques jours, mais je savais déjà une chose avec une certitude absolue. Ils allaient me voir clairement. Tous, qu'ils le veuillent ou non. Les salles d'audience ont leur propre genre de froid. Pas le froid vif de l'air d'hiver ou le froid lourd d'une maison solitaire. C'était un froid silencieux et poli qui suintait des sols en marbre et des bancs à dossiers rigides, du poids des règles et du jugement. Ruth marchait à mes côtés, son bras passé dans le mien, stable comme une rampe. Monsieur Porter nous a retrouvés à l'entrée, sa mallette à la main, les yeux clairs et concentrés. Prête, a-t-il demandé. Je ne l'étais pas. Personne n'est jamais prêt à entendre son enfant argumenter qu'on est inapte à vivre sa propre vie. Mais j'ai hoché la tête quand même. Il y a des choses qu'on affronte parce que se détourner briserait quelque chose d'encore plus important que sa fierté. À l'intérieur, Daniel était assis d'un côté de la salle, Mélissa à ses côtés, impeccablement vêtue de beige doux, une couleur choisie pour transmettre la gentillesse, la neutralité, l'inquiétude. Elle m'a jeté un coup d'œil avec un petit sourire professionnel. Daniel n'a pas croisé mon regard. Le juge est entré. Une femme aux cheveux argentés tirés en arrière, son visage marqué par le genre d'expérience qui ne tolère pas les simagrées. Elle a appelé la salle à l'ordre, et Mélissa s'est redressée, prête à jouer son rôle. Leur avocat a parlé le premier. Il m'a décrite comme une femme charmante entrant dans une phase de vulnérabilité, utilisant un ton habituellement réservé à la lecture d'histoires pour enfants. Il a fait référence à la chute, à la prétendue confusion, à la difficulté croissante de gérer mes affaires. Pendant qu'il parlait, Mélissa hochait la tête à chaque phrase, posant une main compatissante sur le bras de Daniel. Daniel restait très immobile. Puis ce fut leur tour de parler. Mélissa s'est levée. Sa voix tremblait habilement, délibérément. Nous adorons Margaret, a-t-elle commencé. Elle compte tellement pour notre famille, mais sa santé décline. Elle oublie des choses. Elle se met en danger. Nous sommes terrifiés qu'il arrive quelque chose de terrible si nous n'intervenons pas. Elle parlait avec une telle conviction que quelqu'un qui ne la connaissait pas aurait pu croire chaque mot. Le juge prenait des notes, l'expression illisible. Puis Daniel s'est levé. Il n'était pas un bon menteur. Sa voix vacillait, ses mains s'agitaient. Maman a toujours été forte, a-t-il dit. Mais dernièrement, ça semble plus difficile pour elle. Elle est tombée 2 fois. Elle mélange parfois les choses, et je veux juste qu'elle soit en sécurité. Nous le voulons tous les deux. Il m'a enfin regardé. Pendant un instant, j'ai cru voir une lueur de doute, peut-être même de regret, mais elle a disparu sous le sourire approbateur de Mélissa. Quand le juge s'est tourné vers moi, la pièce semblait incroyablement silencieuse. Madame Aye, a-t-elle dit. Vous pouvez répondre. Je me suis levé lentement, utilisant la canne, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je refusais de faire passer ma fermeté pour de la défiance. Je voulais la vérité, pas du drame. Votre honneur, ai-je commencé, la voix calme. Vieillir n'est pas la même chose que se perdre. J'ai fait une chute. Le médecin a confirmé que c'était un accident et que je suis pleinement compétente. Je paie mes factures. Je gère ma maison. Je prends soin de moi. J'ai vu Mélissa s'agiter, mal à l'aise. Et je ne suis pas confuse, ai-je continué. Mais j'ai été déformé. Monsieur Porter s'est avancé. Votre honneur, avec la permission de la cour, nous aimerions faire écouter un enregistrement récemment découvert au domicile de Madame Aye. Le juge a hoché la tête. Il a appuyé sur « Play ». La voix de Mélissa a rempli la salle d'audience,
froide, calculatrice, confiante. Cette chute est une bénédiction. Elle ne peut plus se débrouiller seule. Nous pouvons montrer au tribunal qu'elle décline. Ça ne devrait pas être difficile. L'accord silencieux de Daniel. Son silence alors qu'il aurait dû s'opposer. Sa faiblesse utilisée comme levier. Quand l'enregistrement s'est arrêté, la pièce était si silencieuse que je pouvais entendre mon propre pouls. Le juge a d'abord regardé Mélissa. Son expression ne s'est pas adoucie. Elle s'est aiguisée. Madame Aïe, a-t-elle dit. Souhaitez-vous expliquer cela? Mélissa a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Le visage de Daniel est devenu pâle. Le juge s'est légèrement penché en arrière, les yeux plissés. Cet enregistrement suggère une intention non pas de protéger, mais de contrôler et possiblement de manipuler la cour. Elle m'a alors jeté un regard direct, respectueux. Madame Aïe, merci pour votre clarté aujourd'hui. Mes mains tremblaient très légèrement, mais je les ai gardées jointes. Pour la première fois depuis la chute, j'ai senti le sol sous mes pieds se stabiliser. La vérité n'était plus seulement la mienne. Elle était maintenant dans la pièce, et elle était forte. Les juges n'élèvent pas la voix lorsqu'ils sont vraiment mécontents. Ils deviennent plus calmes, plus précis. Le juge ce matin-là parlait avec un calme si tranchant qu'il ressemblait à une lame polie. Je rejette la requête de mise sous tutelle, a-t-elle dit, son regard fixé d'abord sur Mélissa, puis sur Daniel. Les preuves présentées ne montrent aucune base pour affirmer que Madame Aïe est incapable. En fait, elle a tapoté les papiers devant elle, le rapport médical et la conversation enregistrée suggèrent que la requête a pu être motivée par autre chose que de l'inquiétude. Les lèvres de Mélissa se sont entr'ouvertes, mais aucun son ne s'est échappé. Daniel ressemblait à un homme qui avait posé le pied sur une glace qui se craquelait sous lui. Le juge a continué, Madame Aïe est compétente. Elle est capable. Elle entretient sa maison et ses affaires. Ce tribunal ne lui retirera pas ses droits. Ma canne reposait légèrement contre ma main. Je ne m'y suis pas appuyé. Je me tenais droite, stable, non pas triomphante, simplement présente. De plus, a ajouté le juge, ce tribunal est profondément troublé par l'enregistrement. Ses yeux se sont plissés en direction de Mélissa. Il suggère une manipulation délibérée et une intention de tromper. Les requêtes de mise sous tutelle ne sont pas des outils de commodité ou de contrôle. Mélissa a dégluti difficilement, une petite lueur de peur traversant son visage. Daniel s'est agité à côté d'elle. Je pouvais voir la honte éclore sur son expression. Lente, naissante, douloureuse. Le genre de honte qui vient quand on voit enfin le coup de son silence. Le juge s'est tourné vers Monsieur Porter. Madame Aïe conserve l'intégralité de ses droits. Si de nouvelles requêtes étaient déposées sans justification substantielle, ce tribunal pourrait envisager des sanctions. Je n'avais pas réalisé que je retenais ma respiration jusqu'à ce moment. Elle m'a quitté lentement, comme l'air s'échappant d'une pièce longtemps scellée. Madame Aïe, a dit le juge, s'adoucissant très légèrement. Vous avez fait preuve d'une clarté admirable aujourd'hui. Prenez soin de vous et soyez prudente avec qui vous accordez votre confiance. J'ai hoché la tête. Je le ferai, votre honneur. Le marteau a frappé. L'écho a roulé dans la salle d'audience comme un orage silencieux qui éclate. Alors que les gens commençaient à se lever, Mélissa a attrapé son sac à main avec des doigts raides. Son calme poli s'était fissuré. Pas brisé, mais assez fissuré pour que la vérité s'infiltre. Elle a évité mon regard, s'occupant de rien. Son silence n'était plus une arme. C'était un bouclier. Daniel est resté figé un instant. Puis, lentement, il s'est approché de moi. Maman, a-t-il commencé. J'ai attendu, son visage crispé comme si former les mots lui faisait physiquement mal. Je ne savais pas qu'elle avait dit ces choses. Je ne savais pas qu'elle le pensait de cette façon. Mais il en avait su assez. Ou il aurait dû. Tu as signé la requête, ai-je dit doucement. Il a fermé les yeux, expirant comme un homme réalisant qu'il avait perdu quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de parier. Je pensais que nous t'aidions. Je pensais que Mélissa disait que c'était la bonne chose à faire, que tu serais plus en sécurité. Elle a dit beaucoup de choses, ai-je répondu. Tu les as toutes écoutées, sauf la mienne. Il a tressailli, non pas à cause du volume, mais de la vérité. Je suis désolé,
a-t-il murmuré. Et pour une fois, cela semblait réel, brut, non poli. Mais les excuses n'annulent pas les signatures, ni le silence, ni des années d'érosion lente déguisées en inquiétude. Ruth est apparue à mes côtés, sa main frôlant mon bras. Prête à rentrer à la maison, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. À la maison. Ma maison. Toujours la mienne. En nous dirigeant vers la sortie, je n'ai pas regardé en arrière vers Daniel et Mélissa. Non par dépit, mais par compréhension. Il y a des moments dans la vie où l'on voit enfin les gens clairement. Pas les gens qu'on espérait qu'ils soient, mais les gens qu'ils ont choisi d'être. Je suis entré dans le couloir, l'air plus chaud que dans la salle d'audience, et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Pas la victoire, pas l'amertume, juste la certitude. Ils avaient essayé de me prendre ma voix, mais aujourd'hui, elle avait porté plus loin que leurs mensonges ne le pourraient jamais. Et c'était suffisant. Dans les jours qui ont suivi l'audience, la maison semblait différente. Pas plus grande, pas plus lumineuse, juste à nouveau la mienne. Comme si les murs avaient retenu leur souffle avec moi et expiraient maintenant lentement. Je me déplaçais dans les pièces d'un pas plus assuré, ma canne tapotant légèrement sur le parquet, le son n'étant plus un rappel de faiblesse, mais de possession. J'ai passé la première matinée à faire quelque chose de petit mais étrangement symbolique, ouvrir les rideaux de chaque pièce. La lumière du soleil se déversait sur les meubles, touchait les vieilles photographies, réchauffait les endroits qui avaient semblé froids pendant trop longtemps. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas observée ou jugée. Je me sentais présente. Ruth est venue me rendre visite, apportant des muffins au citron qu'elle insistait être médicinaux. Elle s'est installée à ma table de cuisine, m'observant comme un général inspecte un soldat après la bataille. « Tu as l'air plus grande », a-t-elle dit. « Je me sens plus légère », ai-je admis. Elle a hoché la tête, satisfaite. « Bien. Ne les laisse simplement pas revenir avec des tactiques plus douces. Les gens n'abandonnent pas le contrôle parce qu'un juge les gronde. » Je savais qu'elle avait raison. Mélissa retournerait chez elle, lécherait ses blessures en silence, et commencerait à réécrire l'histoire avec des traits plus doux. Daniel serait perdu entre la culpabilité et la loyauté, tiré dans deux directions qu'il ne comprenait pas entièrement. Mais moi, j'avais enfin compris quelque chose d'essentiel. Je n'avais pas à jouer le rôle qu'il m'avait assigné. Plus tard dans l'après-midi, je me suis assise avec Monsieur Porter pour finaliser les papiers que nous avions mis en branle avant l'audience. Il m'a remis le testament mis à jour, la directive de soins de santé, et la documentation confirmant une petite fiducie que j'avais créée pour Chloé. Une fiducie que Mélissa ne pourrait jamais toucher. Cela garantit que vos décisions tiennent, a-t-il dit. Personne ne peut les annuler. Pas sans votre consentement. Et pas sans qu'un tribunal voie des preuves convaincantes, ce qu'ils n'auront pas. J'ai caressé les bords des documents, sentant une satisfaction tranquille s'installer. Pas le triomphe, pas la vengeance, la stabilité. Merci, ai-je dit. C'est vous qui avez fait le plus dur, a-t-il répondu. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une jardinerie et j'ai acheté une nouvelle paire de gants. Mon mari me taquinait sur la façon dont j'usais mes gants de jardinage plus vite que la plupart des gens n'usaient leurs chaussures. J'ai souri à ce souvenir, doux amer et chaleureux. Quand je suis revenu, la voiture de Daniel était garée sur le trottoir. Pendant un instant, je suis resté là, respirant l'air vif. Il a levé les yeux quand il a entendu mes pas et s'est précipité, les mains à moitié levées comme s'il ne savait pas s'il devait me serrer dans ses bras ou garder une distance respectueuse. « Maman » a-t-il dit doucement. « Je suis venu voir si tu allais bien. »« Je vais bien, Daniel. » Il a hoché la tête, les yeux baissés. Le silence s'est étiré, mais je ne me suis pas précipité pour le combler. J'avais passé trop d'années à amortir ces malaises. Finalement, il a parlé. « Je suis désolé pour tout. » Sa voix s'est brisée. Je ne savais pas jusqu'où Mélissa était prête à aller. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû t'écouter. Je l'ai regardé. Pas l'homme qu'il était devenu sous la main façonneuse de Mélissa, mais le garçon qu'il avait été. Le garçon qui me faisait confiance, qui croyait que je pouvais tout réparer. Tu aurais dû, ai-je dit doucement. L'honnêteté n'avait pas besoin d'être tranchante. Elle avait seulement besoin de clarté. Mais maintenant tu sais. Il a essuyé ses yeux rapidement, embarrassé. Je veux arranger les choses.
Je ne sais pas encore comment, mais je le veux. C'est ton travail à faire, ai-je répondu. Pas le mien. Il a hoché la tête lentement, acceptant la vérité même si elle piquait. Puis-je encore te rendre visite? Bien sûr, ai-je dit, mais à des conditions différentes. Il a expiré un long souffle tremblant et pour la première fois depuis des années, il ressemblait à quelqu'un sur le seuil de l'âge adulte à 42 ans. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'en avions pas besoin. La distance entre nous n'était plus une punition. C'était un espace pour qu'il comprenne ses propres choix. Ce soir-là, je me suis préparé un dîner simple et je l'ai mangé à table, la fenêtre ouverte. L'air frais transportait le faible son des enfants jouant dans la rue. J'ai écouté, laissant le bruit s'installer quelque part au fond de moi. Je savais que la vie ne deviendrait pas soudainement facile. Mélissa reviendrait prudemment, silencieusement. Daniel flancherait à nouveau. Les gens ne se démêlent pas du jour au lendemain. Mais l'équilibre avait changé. Pas dans les tribunaux. En moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comme quelqu'un qui avait de nouveau choisi sa propre vie, pas quelqu'un qui attendait que les autres la décident pour elle. La maison était silencieuse le lendemain matin, mais pas le silence mal à l'aise des semaines précédentes. C'était un silence différent, chaleureux, familier, comme un vieil ami s'installant dans le fauteuil à côté de moi. Je me suis déplacé lentement dans la cuisine, ouvrant les fenêtres juste d'un pouce pour laisser entrer la brise matinale. Elle portait l'odeur des feuilles humides et de la fumée de cheminée, le genre de parfum qui n'appartient qu'au quartier où les gens ont vécu assez longtemps pour se souvenir des histoires des autres. J'ai mis la bouilloire sur le feu et j'ai attendu qu'elle se mette à chanter. Attendre ne me semblait plus être quelque chose qu'on me faisait subir. C'était quelque chose que j'avais choisi. Mon temps était de nouveau le mien. Mes matins, mes pensées, mes décisions, toutes les choses que Mélissa avait essayé de réduire à quelque chose de fragile. J'ai ouvert le placard et j'ai pris la vieille tasse de thé avec les faibles fleurs bleues. Un cadeau de mariage d'il y a presque 45 ans. Mon mari disait toujours qu'elle rendait le thé meilleur. Je ne sais pas si c'était vrai, mais la tenir maintenant me donnait un sentiment d'ancrage, comme si une partie de lui se tenait quelque part à proximité, observant avec ce doux sourire qu'il a gardé pendant nos années les plus difficiles. J'ai versé le thé et je me suis assise près de la fenêtre donnant sur le jardin. Les roses que j'avais taillées la semaine dernière montraient déjà de petits signes de nouvelle croissance, de minuscules pointes rouges poussant à travers les tiges. La vie revenant exactement là où elle avait été coupée. J'ai souri à cela. La nature a sa propre façon de vous rappeler que la taille n'est pas une punition. C'est une préparation. Le téléphone a vibré une fois sur la table. Un message de Chloé. Mamie, on peut venir après l'école? Tu me manques. Juste ça, simple, honnête, intouché par des mains d'adultes. J'ai répondu, oui, ma chérie. Je suis à la maison. À la maison. Toujours mon mot préféré. J'ai posé le téléphone et j'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude. Je ne ressentais aucun triomphe, aucune jubilation. Ces émotions brûlent trop vite et ne laissent rien derrière elles. Ce que je ressentais était plus stable, plus profond, quelque chose comme le calme dépôt de la poussière après une longue tempête. Une vérité qui reprend sa place. Les gens pensent que la dignité est bruyante, un discours, une confrontation, un geste final grandiose. Mais la vraie dignité est plus silencieuse. C'est choisir son propre chemin après que quelqu'un a essayé de le choisir pour vous. C'est se relever non pas parce que quelqu'un regarde, mais parce qu'on se souvient qu'on mérite de se tenir debout. Plus tard aujourd'hui, je ferai des biscuits pour les enfants. Peut-être tailler quelques roses de plus. Peut-être m'asseoir sur le porche avec Ruth et la laisser me gronder sur le port de chaussures raisonnables. Des tâches ordinaires, des moments simples, mais ils m'appartiennent. Pas empruntés, pas supervisés. Les miens. J'ai pris une gorgée de thé. Il avait exactement le goût qu'il devait avoir. La chute avait fait mal. Oui, leur trahison a fait encore plus mal. Mais ni l'une ni l'autre ne m'a brisé. Et à la fin, je n'ai pas gagné en me battant plus fort. J'ai gagné en refusant de disparaître. Une douce brise a fait bouger les rideaux. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé, suivi de rires. J'ai fermé les yeux et j'ai inspiré, laissant le moment s'installer comme un rayon de soleil chaud sur ma peau. J'étais toujours là, toujours stable, toujours moi-même.
Et c'était le triomphe silencieux auquel il ne s'attendait jamais. Si mon histoire a signifié quelque chose pour vous, si elle a remué ne serait-ce qu'une petite partie de votre propre force, partagez-la, laissez un commentaire, ou suivez pour en savoir plus.